Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Voici un résumé des informations que nous allons développer dans le JT. Les travaux du Bliss Park sont lancés, un chantier colossal pour la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence qui investit 15 millions d'euros dans ce gymnase de plus de 4000 m². Les sangliers font des ravages dans les champs. Dans certaines communes comme Veulflin, des tirs de nuit vont être effectués jusqu'en février 2023 pour essayer de limiter la surpopulation de sangliers. Le bac est maintenu, mais les épreuves de spécialité, initialement prévues mi-mars, sont reportées à la mi-mai. Un soulagement pour la communauté enseignante, mais certains élèves de terminale se sentaient prêts et auraient bien aimé s'en débarrasser. Maman est là, le clip officiel de Lisa Dan vient d'être tourné à Sarreguemines. La jeune chanteuse tenait à ce que ça se déroule dans sa ville natale. Son single est sorti le 8 décembre. Le clip sera diffusé sur les réseaux sociaux à partir du 10 mars. 8e édition pour le festival Migration. Le coup d'envoi a été donné à Sarreguemines. Une soixantaine d'événements sont au programme durant 3 semaines. Objectif, mettre en lumière les cultures du bassin houiller liées au flux migratoire. On parlera aussi d'agriculture avec nos deux invités du jour, Théo Thumserenner, président des jeunes agriculteurs du Pays de Bitche, et Marc Baudot, élu ce week-end secrétaire général des jeunes agriculteurs de Moselle. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Et puis merci d'avoir délaissé vos exploitations agricoles pour participer à cette émission en direct. Je vous donnerai largement la parole tout à l'heure. Et puis en fin d'émission, vous ferez la connaissance d'une femme de cristal. Il n'y a pas beaucoup de femmes meilleures ouvriers de France. En taille de cristal, il n'y a qu'une seule femme MOF, c'est Laura Schneider. Et aujourd'hui, elle transmet son savoir à des élèves en lycée professionnel. On commence cette émission avec l'actu et l'info du jour. C'est le lancement officiel des travaux du Bliss Park. Guillaume Dumonteil est sur place aux côtés du vice-président de la Casque. C'est le gros projet de la communauté d'agglo de Sarreguemines. Oui, effectivement, Julia, il faut dire qu'un projet à 15 millions d'euros, c'est quand même impressionnant. Donc aujourd'hui, oui, c'est le lancement officiel des travaux, mais les camions ont commencé à tourner déjà depuis le 14 février, date du début du terrassement. Il faut dire qu'il y a 28 000 m³ de déblais à évacuer. Quelques dates importantes. En avril, ça devrait être la fin de la première phase de terrassement et le début du gros œuvre. Ce sera aussi impressionnant. Il y aura une grue de 25 mètres avec une flèche de 50 mètres qui seront présentes ici et 6200 m² de dalles béton à poser. Donc ouais, ça va être assez impressionnant. Dans un an, ça devrait être le début du second œuvre. Et initialement, en début d'année 2022, ça devait être la livraison du bâtiment. Donc Monsieur Échivard, pourquoi ce retard? Bonjour. De nombreux aléas sont venus de perturber un petit peu le début du chantier. Déjà, en tant que, on a remis beaucoup de choses en place par rapport aux offres. On a voulu relancer certains marchés pour faire des économies. Et puis, il y a eu les délais qui ont été assez nombreux par rapport aux réponses et le Covid qui a ralenti aussi beaucoup les choses. Le contexte est particulier et le coût du chantier a aussi évolué. On est aujourd'hui à 15 millions d'euros, donc c'est plus qu'initialement prévu. Pourquoi également cette hausse ? Alors, dans les 15 millions d'euros, il faut comprendre qu'il y a 13 500 000 euros par rapport aux grosses œuvres, par rapport aux chantiers, aux travaux, et 1 500 euros par rapport aussi à la maîtrise d'œuvre. Initialement, c'était une estimation à 11 600 000 euros. Mais bien sûr, les prix aussi ont augmenté et une estimation reste toujours une estimation. Et on n'est pas à l'abri non plus d'une future augmentation en fonction de l'évolution. Il y a beaucoup de choses qui évoluent en ce moment dans le monde. Oui, bien sûr, mais bon, après les évolutions, on espère de ne pas avoir de retard, mais c'est surtout par rapport aux prix ont été quand même bloqués, donc on espère ne pas avoir de surprise avec des avenants, mais le prix est bloqué pour l'instant. Ce fameux Bliss Park devrait être livré donc en fin d'année 2023. J'aimerais savoir également pourquoi avoir choisi ce nom-là, Bliss Park. Alors Bliss, parce que l'on se trouve le long de la Blise, et Spark, c'est un nom qui veut dire étincelle par rapport à la compétition, aux sportifs qui doivent faire des étincelles dans leur sport, et aussi aux bâtiments qui auront aussi beaucoup de vitres qui reflètera aussi de forme aussi d'étincelles. Qui utilisera ce nouveau Bliss Park ? Alors le Bliss Park, ça sera composé de 3 bâtiments. Donc le bâtiment tout en haut, le premier gymnase qui va être construit en premier, sera utilisé surtout par les collégiens de Fulrad, par les écoles primaires qui peuvent venir aussi en bus, et par les lycées. Le second gymnase qui est là, avec 1500 places, ça sera surtout pour les compétitions sportives. Et la dernière chose, tout en bas, qui sera construite, ça sera la salle d'escrime qui pourra servir aussi avec des tribunes à une salle polyvalente.
Donc on l'a dit, merci, livraison du Bliss Park prévue pour la fin d'année 2023 et il n'est pas exclu que le Bliss Park soit retenu pour les JO 2024 comme centre de préparation olympique. On verra tout ça. Je vous propose de regarder un petit peu ce à quoi va ressembler ce Bliss Park avec notamment des visuels fournis par l'architecte. Lauréat du concours, après une bataille acharnée, l'atelier Ferry Architecture va réaliser ce projet de Bliss Park. Avenue de la Blise à Sarreguemines, en lieu et place de l'ancienne caserne de gendarmerie mobile, se dressera ce nouveau complexe sportif de plus de 4200 m². Il sera composé de 3 salles, un terrain multisport de 1000 à 1500 places selon la configuration, une salle d'échauffement et une salle d'escrime munie également de gradins. Cette dernière proposera 14 pistes électriques tout équipées avec des câbles enterrés. Ce sera l'une des plus grandes salles d'escrime de Lorraine. En plus de ces 3 salles, on retrouvera à l'intérieur du Bliss Park des vestiaires, des locaux techniques et des rangements. En Moselle, la chasse de nuit en affût est autorisée pour réduire la prolifération des sangliers. Un arrêté préfectoral rend possible cette opération, comme à Wölflin-les-Sarreguemines par exemple, où l'arrêté prévoit des tirs de nuit possibles jusqu'en février 2023 dans cette commune. Pour les agriculteurs, c'est une aubaine car ils constatent de plus en plus de dégâts sur leurs parcelles de maïs. Réaction de la municipalité et d'un agriculteur. Les tirs de nuit pour moi sont nécessaires parce que le sanglier, c'est quand même un animal sauvage qui sort beaucoup la nuit, qu'on voit plus la nuit que le jour en tout cas. Et du coup, il est peut-être un peu plus facilement chassable la nuit. Pour les riverains, ça ne changera pas grand-chose. Bon, comme dit, c'est des tirs de nuit. Donc des tirs de nuit, en général, il n'y a plus grand monde qui se balade en forêt parce que je pense que c'est plutôt aux alentours des forêts que les tirs de nuit auront lieu, quoi, hein. Après, ce qu'il en est pour l'arrêté préfectoral, c'est vrai que si on constate un tout petit peu autour du banc communal de Wölflin ou même du village voisin, les dégâts des sangliers, je pense qu'il était nécessaire de réguler tout ce qui est sanglier. Les dernières années, on constate une augmentation du nombre de sangliers. Nous, on le constate surtout par une augmentation du nombre de dégâts sur nos cultures, beaucoup sur les cultures de maïs, mais aussi beaucoup sur les prairies. Et c'est des dégâts qui sont très difficiles pour nous parce que ça fait, en premier lieu, ça fait un manque de fourrage. Et c'est pour ça qu'en fin de compte, ils ont demandé à faire des tirs de nuit tout de suite sur une année, pour ne pas avoir à relancer à chaque fois la commune et faire des annonces dans le journal ou la presse, c'est-à-dire la presse Facebook, site internet. D'autres communes subissent les mêmes problématiques, c'est le cas à Blisbruck, mais les battues y sont moins courantes. C'est en tout cas ce que déplore cet exploitant agricole du secteur. On l'écoute. Ça fait plusieurs années que nous avons des dégâts de plus en plus conséquents et nous avons beau alarmer les préfectures par des pétitions, on a l'impression que rien ne bouge. Les battues sont faites dans les coins des grandes cultures et pas dans les régions comme à Blisbruck, Bizeberza, Saint-Rasmin, quoi, un biotope propice à l'élevage de sangliers parce que c'est ça ce qui se passe actuellement. On est même obligé de réduire les sols, notre sol de culture de maïs. C'est simple, des chasses à 2000 hectares de chasse. On ne peut pas gérer des chasses comme ça, c'est pas possible. Surtout pas le biotope qu'on a en ce moment. Il faut faire des îlots de chasse plus petits, avec un tonton flingueur au milieu. Vous verrez, ça fera le ménage tout de suite, comme ils le font en Allemagne, tout simplement. Pour limiter la prolifération des sangliers, des opérations d'envergure sont aussi menées de jour. Ce sera le cas dimanche autour de Metz. L'autoroute A31 sera fermée de 6h à 13h sur un tronçon de 20 km entre l'échangeur de Feille et celui de la Croix de Haut-Concours. Plus de 200 chasseurs, 17 louvetiers et 59 chiens seront mobilisés. En 2021, les sangliers ont causé plus de 40 accidents dans la partie mosellane de l'autoroute A31. La crise sanitaire a engendré des fermetures et des absences dans les établissements scolaires. Conséquence, le gouvernement a décidé de reporter certaines épreuves du bac initialement prévues du 14 au 16 mars. À quelques mois du baccalauréat, où en sont les élèves de terminale dans leur programme? Jean Milon est allé à la rencontre des élèves et de la communauté éducative du lycée Mangin à Sarrebourg à l'occasion d'une visite du recteur de l'académie de Nancy-Metz. Reportage. Les terminales seront-ils prêts pour le bac ? Avec plus de 20 000 classes fermées fin janvier, tous niveaux confondus, le ministère a décidé de décaler les épreuves écrites de spécialité à la mi-mai. Une décision pour préserver l'égalité de traitement, sachant qu'elle compte pour 32% de la note finale.
Cependant, au lycée Mongin à Sarrebourg, les élèves étaient prêts. Pour l'instant, on est à l'heure, on est dans les clous dans chaque matière. On n'est pas en retard, on est plutôt à l'aise au niveau des révisions aussi, donc pour l'instant tout se passe plutôt bien. Mais si on parle, est-ce qu'on a suffisamment de mots pour dire ce qu'on a vécu ? Alors le programme était quasiment déjà à jour pour les épreuves écrites, mais ce qui nous manquait, c'est certainement un temps de révision. Et donc là, maintenant, on gagne du temps de révision et de consolidation des connaissances. Conséquence, il n'y a plus qu'un mois d'écart entre ces épreuves de spécialité et le grand oral en juin. En tant qu'enseignant, ça nous a arrangé que l'épreuve soit reportée. Oui. Et les élèves nous ont dit clairement qu'on aurait préféré les faire tout de suite pour être débarrassés. Oui, c'est ça. Si aujourd'hui, les classes de ce lycée sont à jour dans leur programme, ils ont dû cravacher pour rattraper le retard pris en première. Ici, ces élèves ont été pendant 6 mois en demi-jauge, un handicap de taille à l'approche d'une année cruciale. Ah, et comment ? Ah oui, beaucoup. Donc il a dû, dès le début de l'année, avoir toute une phase de consolidation des connaissances du niveau première et ensuite aussi anticiper déjà le programme de terminale. Donc ça a été très chaud. J'ai eu pas mal de mal à la maison parce que je travaillais beaucoup moins bien. Et puis ouais, voilà, j'avais peut-être un peu, j'ai aussi des frères et sœurs, enfin une sœur, et on n'a pas beaucoup d'ordinateurs et tout, donc pour bosser c'était un peu plus compliqué. Voilà, et vous double-clic sur le A. Pour le moment, l'établissement touche du bois. Aucune fermeture de classe n'a été signalée depuis septembre. Elle tenait à le faire dans sa ville natale. La jeune chanteuse Lisa Dan a tourné hier le clip officiel de son premier single, Maman est là. La petite équipe de tournage avait la scène de l'hôtel de ville de Sarreguemines à disposition. L'événement s'est déroulé en comité réduit, mais Thibaut Desmerlet était de la partie. Aujourd'hui, je ne crains plus rien. Un fil invisible me retient. C'est une nouvelle étape de franchie pour la jeune chanteuse Lisa Dan. Une équipe de tournage était sur la scène de l'hôtel de ville de Sarreguemines pour filmer le clip officiel de son titre « Maman est là ». La municipalité a mis à disposition toute la salle pour la journée. C'est mon tout premier clip, je suis très fière, surtout que je le tourne à Sarreguemines dans ma ville avec une équipe formidable. Je les remercie d'ailleurs et j'aimerais aussi remercier monsieur le maire et toute son équipe de me permettre de tourner chez moi, dans ma ville. Je suis très très contente. Son single était sorti le 8 décembre dernier sur les plateformes. Le producteur, co-compositeur de la chanson, Emmanuel Zachaius, et les parents de Lisa Dan étaient présents pour le tournage. Sa mère a joué dans le clip. Le décor se veut sobre. Le réalisateur souhaitait dégager une atmosphère intimiste. Lisa est en train de répéter son morceau qui parle de sa maman, et sa maman débarque à l'improviste pendant la répétition. Mais je voulais qu'il y ait un cadre à la fois live, parce que je voulais un truc vraiment viscéral, qui soit vraiment sur l'instant très spontané. C'était une longue journée pour la chanteuse, mais le plaisir était là. Et ce que je veux, c'est faire pleurer les gens. C'est vraiment le but principal, c'est vraiment de leur faire penser à leur maman, qu'elle soit là ou plus là, malheureusement. C'est vraiment de leur rappeler des merveilleux souvenirs avec cette chanson et de les faire pleurer, voilà. Son nouveau clip sera posté sur les réseaux sociaux le 10 mars et prochainement sur France 2. Un deuxième single et un second clip sont déjà en préparation. La jeune chanteuse fera aussi la première partie de la tournée de Christophe Maé. Le festival Migration a pour but de promouvoir les différentes cultures qui composent la Moselle-Est. Créé en 2014, le festival reprend du service jusqu'au 19 mars. La soirée de lancement s'est déroulée hier au Casino des Faïenceries de Sarreguemines avec la découverte d'un premier spectacle. Reportage d'Uranie Tozic et Catherine Henrich. Un retour presque à la normale pour le festival Migration. Après une version 2021 complètement numérique, la 8e édition voit le retour des spectacles en public, comme celui présenté lors de son inauguration. Il s'agit d'une performance. Le public est invité à casser les caméras de téléphone portable, comme c'est le cas dans les centres de rétention par lesquels passent les migrants.
On est prudent, mais en même temps, on retrouve une forme quasi normale. Et ça nous fait du bien, parce que c'est vraiment l'esprit du festival, que les gens puissent se rencontrer, échanger, apprendre à se connaître. Et tout ça, ça passe aussi par des moments conviviaux. Et effectivement, derrière un ordinateur, c'était très très frustrant, parce que ces échanges-là, ils n'existent pas, quoi. Organisé depuis 2014 par l'Association d'action sociale et sportive du bassin houiller et celle des travailleurs maghrébins de France, le festival a pour objectif de mettre en lumière les cultures du bassin houiller liées aux flux migratoires. Ici, aujourd'hui, se retrouve énormément de monde qui ont une histoire et des racines qui ne sont pas forcément ici, en fait. Et donc, l'idée, c'est de montrer en fait cette diversité, de montrer surtout que même malgré nos différences, on peut vivre ensemble, qu'on est différents, mais aussi pareil sur plein d'aspects. Avec des événements organisés à Sarreguemines, c'est un plus pour la programmation culturelle de la ville. C'est un échange, c'est une passerelle entre les cultures qui enrichissent notre territoire. Soirées de projection au Cinéma Forum et rencontres à la médiathèque communautaire sont au programme. Pour plus de détails, rendez-vous sur la page Facebook du festival et son site internet. Et après la culture, parlons d'agriculture avec nos deux invités du jour. On sent vraiment le ras-le-bol qui monte, qui perdure chez les agriculteurs. Alors vous l'avez exprimé encore récemment avec une opération coup de poing la semaine dernière. Déverser du fumier sur le parking d'un supermarché, est-ce que c'est la solution pour se faire entendre ? Alors évidemment que non, je pense que c'est pas du tout la solution, mais c'est la seule qu'on a aujourd'hui pour nous faire entendre. Donc ma foi on l'utilise. Et quelque part, c'est ça qui vous a permis sans doute d'obtenir un rendez-vous avec le sous-préfet ? Exactement, avec le sous-préfet et aussi d'essayer de renouer un dialogue avec les grandes surfaces. Est-ce que le dialogue existe encore justement ? Vous dites renouer le dialogue avec les grandes surfaces ? Alors avec certaines grandes surfaces, oui, avec d'autres, c'est plus compliqué. Bon, après, ceci dit, c'est dur de renouer le dialogue avec la direction d'une grande surface quand on est en même temps en train de déverser du fumier sur le parking, etc. Ça ne doit pas forcément faciliter les choses. Je m'interroge aussi, est-ce que vous vous sentez soutenu par la population ? Et je vous dis ça d'autant plus que nous, on a réalisé le reportage quand vous avez mené cette action la semaine dernière. On l'a publié sur notre page Facebook et c'est une publication qui a suscité énormément de commentaires et avec des personnes finalement très partagées, certains qui affichent un soutien à 100% et d'autres au contraire qui vous accusent carrément de dégrader le bien d'autrui et qui vous demandent et qui demandent pourquoi vous n'avez pas été verbalisé. Alors tout simplement aujourd'hui on a remarqué sur les réseaux qu'on était quand même très très soutenus par la population. Par rapport à d'autres fois, on est quand même beaucoup plus soutenus. On a vu à travers les partages des différents réseaux que les gens nous soutenaient. Après, forcément, il y a toujours des gens qui estiment que c'est pas la meilleure façon de le faire et qui seront toujours à l'encontre de ce qu'on fait. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on est les premiers à les nourrir, ces agriculteurs qui produisent. Donc il ne faut pas oublier aujourd'hui qu'il faut nous soutenir, sinon voilà. Pour sauver l'agriculture. Alors cette action coup de poing de la semaine dernière avec du fumier qui a été déversé, etc., elle faisait suite à une autre action coup de poing qui avait été menée en avril dernier, action qui là était peut-être plus soft, entre guillemets, où vous aviez collé des étiquettes dans les rayons de supermarchés, des étiquettes avec des prix plus justes. C'est... quelque part, votre premier combat, c'est le respect de la loi Egalim. Mais cette loi, est-ce qu'elle est suffisante ? Alors, suffisante, je pense pas. Mais en tout cas, toute loi qui va dans le sens de l'agriculture et de l'agriculteur est bonne à prendre. Après, est-ce qu'il faudra aller plus loin ? Je pense. Mais c'est déjà un bon début. Donc, oui, non... Avec les supermarchés, par exemple, parce que le gros problème, il est au niveau de la grande distribution, les prix sont très éloignés de ce que vous demandez et de ce qui est censé être appliqué dans le cadre de la loi Egalim ? Alors, très éloignés, on ne peut pas dire qu'ils sont très éloignés, mais ils en sont éloignés. Et nous, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'entre nos prix de vente, nos coûts de production et le prix qui est vendu en grande surface, il y a
entre nous, entre l'agriculteur et le consommateur, il y a quelqu'un qui se prend énormément d'argent. Donc il y a quand même un problème quelque part. Alors il y a un problème, du coup la solution, vous l'espérez d'où, de qui? De l'État, de l'Union européenne, de la grande distribution, des consommateurs français? Suite donc à l'échange avec le sous-préfet, on lui a demandé qu'ils accentuent les contrôles sur les grandes surfaces. Une chose qui va faire remonter à l'État, au préfet et ainsi de suite. On espère aujourd'hui que les grandes surfaces, avec nos messages, dans notre département mais aussi dans toute la France, puisqu'il y a des actions qui sont menées dans toute la France toutes les semaines, on espère que maintenant, avec la loi Egalim 1, la loi Egalim 2 qui est sortie en début d'année, que les supermarchés respectent enfin cette loi et accentuent les choses, et que l'État pousse vraiment pour vérifier, faire des contrôles, pour que cette loi soit respectée et nous on puisse être rémunérés au mieux. Alors il y a en tout cas de l'espoir visiblement dans cette direction-là au niveau des prix, mais par rapport à vos combats, vos revendications, il n'y a pas que les prix, il y a aussi la destination des terrains agricoles. Certains pourraient par exemple être transformés en champs photovoltaïques et vous aviez d'ailleurs manifesté en décembre dernier contre ce risque. Est-ce que vous avez peur qu'il n'y ait plus assez de terrains agricoles? Alors déjà, je pense que oui, c'est quand même une peur. Le foncier agricole aujourd'hui, on en perd chaque année, énormément. Donc c'est déjà notre crainte principale. C'est aussi une flambée des prix du foncier. Il faut savoir que le foncier, c'est notre outil de travail. Si on ne peut pas plus acheter de foncier, on ne pourra plus vivre de l'agriculture. Donc c'est déjà ça un gros problème. Et après, le débat du photovoltaïque au sol, il faut savoir que nous, JA57, on n'est pas contre le photovoltaïque au sol. Au contraire, on est pour, mais pas sur des terres agricoles. Même si on peut garder une culture en dessous, certains pourront vous dire qu'on pourra faire telle ou telle production sous les panneaux, mais je veux dire, c'est quand même, on préfère quand même avoir un champ, une belle prairie bien verte, plutôt que des panneaux photovoltaïques. En Moselle, on a des friches militaires, on a des zones industrielles non occupées, pourquoi pas mettre du photovoltaïque dessus, étant donné qu'on ne pourra jamais y faire de culture dessus. Sur chaque secteur, il y a un PLUI qui doit s'appliquer. Alors souvent, il est encore en cours de rédaction, de modification. Un PLUI, donc plan local d'urbanisation intercommunale. Dans un PLUI, normalement, ça protège les terrains qui sont à vocation agricole. Alors oui, ça protège, mais si demain, certains exploitants seront, par des soucis économiques, on n'aura pas le choix que de mettre du panneau photovoltaïque au sol, ils en mettront hors PLU, en gardant une culture ou une production en dessous. Mais je veux dire, écologiquement, environnementalement, est-ce que nous on veut ça? Est-ce que la population veut des panneaux photovoltaïques partout? Je pense pas. Ça serait peut-être plus intelligent d'en mettre sur des parkings de grande surface. Ça ferait de l'ombre aux voitures, ça nous ferait de l'électricité, et de toute façon, une grande surface, un parking, c'est quand même pas très joli à regarder, donc si on a mis des panneaux, voilà. Et puis vous pourriez plus y aller avec vos tracteurs et déverser du fumier. On trouvera un moyen. Alors, vous défendez ces terres, la destination de ces terres, mais à l'inverse, ces terres et les nappes phréatiques qui sont en dessous, les agriculteurs sont régulièrement accusés de les polluer. Alors, de votre côté, quelles sont vos solutions, vos propositions pour à la fois être plus compétitif et à la fois être plus écologique? Alors, nous, on est déjà les premiers écologistes de France. Je pense que c'est les agriculteurs. On travaille tous les jours dehors, on sait ce que c'est la nature, on sait ce que c'est l'environnement. On fait extrêmement attention avec nos produits phytosanitaires. Il faut savoir, nous, les doses qu'on met dans nos champs, elles sont infimes par rapport à ce qu'un particulier pourrait mettre dans son jardin. Donc, nous, je pense que les efforts, on les fait. Et s'il y a des problèmes dans les nappes phréatiques, il faudrait aussi aller voir à la sortie d'une station de lagunage la qualité de l'eau qui en sort. Je pense que nous, on n'est pas les plus gros pollueurs. On pollue comme tout à chacun, mais ce n'est pas nous qui causons la plus grande des pollutions. Ça, il faut arrêter avec ça. Vous voyez comment l'avenir de l'agriculture et en particulier dans le Pays de Bitche? Alors, ça risque d'être compliqué quand même dans les années à venir, parce qu'aujourd'hui, pour s'installer dans l'agriculture, c'est très compliqué. Comme on l'a dit, avec l'augmentation du prix du foncier, un jeune aujourd'hui qui part de rien, il n'arrivera pas à s'installer malheureusement. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte aujourd'hui, c'est qu'il y a eu une grande augmentation due à la crise Covid et
il y a une grande augmentation du fuel, de l'alimentation bovine, des choses comme ça. Tout a augmenté, les produits phytosanitaires, les engrais. Aujourd'hui, certes, notre prix de vente a augmenté ces derniers mois, mais derrière, nos charges ne font qu'augmenter. Donc c'est comme si on était il y a 2-3 ans en arrière. On vend peut-être plus cher, mais derrière, nos charges sont beaucoup plus élevées. Donc forcément, ça risque d'être très compliqué aujourd'hui pour un jeune qui s'installe. Donc ça risque vraiment d'être compliqué. Après, il faut que les anciens poussent les jeunes à s'installer, qu'ils leur transmettent correctement leurs exploitations. Il faut aujourd'hui qu'un jeune s'installe avec un agriculteur qui part en retraite d'ici 10, 15, 20 ans pour bien lui retransmettre son exploitation, son savoir-faire, son expérience personnelle. Et que la chaîne se perpétue. Le mot de la fin sera pour vous, en 2 mots. Quelle est votre vision de l'avenir ? Il faut qu'elle soit bonne. On a une bonne vision, parce que sinon on ne serait pas là, on aurait pu l'être là. Mais oui, on espère regarder en Moselle, en tout cas en Moselle-Est et dans certains secteurs de Moselle, de l'élevage. Et avec ce qui se passe aujourd'hui, on entend que des personnes veulent arrêter l'élevage. Et je pense que c'est pour nous, pour notre paysage, pour tout l'élevage, il faut que ça reste une production mosellane. Et donc du coup, si on peut donner un mot aux consommateurs, c'est acheter. Si déjà vous ne pouvez pas acheter que du bio, ou alors que chez des producteurs locaux, essayez au minima d'acheter dans les grandes surfaces uniquement des produits français. Acheter français et si possible en circuit court. Si possible en circuit court. Et donc ça, c'est l'appel aux consommateurs. Et bien, merci beaucoup en tout cas pour votre participation à cette émission. Et je sais aussi que dans votre métier, vous êtes particulièrement confronté aux aléas de la météo. Donc on va regarder justement les prévisions de Météo France pour demain. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Moderabitat. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, le soleil est de retour ces derniers jours et on sent que le printemps n'est pas très loin. Les vestes d'hiver sont peut-être même déjà au placard, mais je pense qu'il est peut-être un peu tôt. Je vais vous donner aujourd'hui quelques conseils pour éviter de tomber malade entre 2 saisons, ce qui m'aurait été bien utile il y a quelques jours. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que l'on tombe malade quand on est fatigué et que notre système immunitaire n'est pas vraiment au top. Alors, premier conseil, prendre du temps pour soi et se reposer. Ça vous aidera à être en meilleure forme. Deuxième conseil, prendre de la vitamine C grâce à un jus d'orange ou de citron, à prendre de préférence le matin. Troisième conseil, prendre l'air et aller marcher. Ça entretient votre forme et purifie vos poumons. Et enfin, quatrième et dernier conseil, privilégiez une alimentation saine et équilibrée. Et normalement, avec tous ces conseils, vous devriez pouvoir tenir le coup jusqu'au printemps. Mais avant les beaux jours, on retrouve une nouvelle fois des nuages et de la pluie pour demain. Les averses dureront toute la journée et les températures vont en pâtir. Les minimales iront de 0 à 1 degré et les maximales de 7 à 8 degrés. Demain, nous fêtons les Roméos et il fera jour de 7h25 à 18h11. Passez tous encore une très belle journée en notre compagnie et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Création Coleman, fabrication de cheminées et poêles traditionnelles ou contemporains en faïence. Plus de 1000 références et 60 coloris. Création Coleman à Grosse-Bliederstroff, spécialiste de la cheminée sur mesure depuis 1979. Qui pourrait deviner que je porte des appareils ? Les nouvelles générations d'aides auditives sont de plus en plus discrètes, même en contour d'oreille. Même avec les cheveux courts ? Oui, il se cache facilement derrière le pavillon de l'oreille et ensemble nous choisirons la couleur qui vous conviendra. Et ça tient vraiment bien ? Bien sûr, grâce au moule sur mesure, l'appareil épouse parfaitement votre conduit auditif. Et si vous bénéficiez de la force de votre télévision locale pour votre communication ? Mosaïque Cristal, des publicités sur mesure, un ancrage local fort et une diffusion jusqu'à 32 fois par jour. Diffusez-vous pendant toute une année à partir de 150 € par mois. Contactez notre service commercial au 06 63 14 36 34. Amor mio.
Bonjour monsieur. Bonjour, je viens pour faire ma dose de rappel. Il y a des rendez-vous à ne pas manquer. Pour continuer à vous protéger, pensez dès maintenant à votre dose de rappel. Laura Schneider est la première femme à avoir été consacrée meilleure ouvrier de France en taille de cristal. Depuis son sacre en 2011, elle reste la seule femme lauréate du concours. En décembre dernier, elle a troqué son tablier de tailleuse contre celui de professeur au lycée professionnel Dominique Labroisse de Sarrebourg pour le plus grand bonheur des élèves. Ghislain Schumacher l'a rencontrée. Sous la supervision de Laura Schneider, cette classe de CAP va pratiquer le taillage du verre toute la matinée. Les élèves vont travailler en deux groupes. Il y a un groupe qui va tailler ce décor-là sur un gobelet et l'autre groupe qui va tailler ce décor-là sur un autre gobelet. Chaque semaine, la professeure transmet son expérience à une trentaine d'élèves pendant ses cours pratiques. Les élèves ils vont apprendre toute l'étape de fabrication, du décalotage au parachèvement. Donc on va faire la partie flette des fonds et le bord. Et ensuite, ils vont aller compasser leurs pièces. Alors le compassage, c'est l'étape qui consiste à mettre des points de repère sur le verre pour pouvoir procéder à l'étape de taille. À 37 ans, la meilleure ouvrier de France 2011 a décidé de stopper sa carrière en cristallerie pour se consacrer à la relève de la profession. Une fois qu'on est meilleur ouvrier de France, tout ce qu'on a envie de faire, c'est de transmettre son savoir-faire et sa passion. Donc quoi de mieux qu'un lycée finalement pour faire ça. Heureusement, il y a plein de jeunes qui sont super intéressés, super motivés par ce métier et ça donne envie justement de les accompagner le plus loin possible. Les apprentis tailleurs profitent de ces conseils pendant 8 heures de cours chaque semaine. Une réelle plus-value dans leur formation et une véritable source d'inspiration. Avoir elle comme prof, c'est bien parce qu'elle peut nous transmettre son savoir et c'est bien pour si on veut faire de grandes choses. On peut dire que les filles, elles peuvent réussir dans ce monde aussi. Enfin, il n'y a pas que les garçons qui sont ouverts à réussir dans ce monde comme on pouvait voir à l'époque. Car lorsqu'elle a débuté sa carrière en cristallerie, Laura Schneider était l'une des seules femmes. C'est à 27 ans qu'elle a décidé de se confronter au gratin de la profession, malgré les préjugés. C'est le vase que j'ai taillé pour obtenir mon concours meilleur ouvrier de France. On vous donne un plan avec 2 pièces brutes et vous avez à peu près entre 10 et 12 mois pour tailler au moins une pièce. J'ai passé 500 heures en dehors de mes heures de travail. Et c'est un travail acharné, hein. On vit que pour ça pendant une année et c'est la reconnaissance du travail fourni pendant cette année-là. Une persévérance qui lui a permis de casser les codes. Aujourd'hui, les filles représentent près de 50% des élèves en art verrier. Et une réussite qui méritait bien un coup de projecteur à la télé. C'est sur cette jolie rencontre que s'achève cette émission. Je vous donne rendez-vous demain dès midi sur Mosaïque Cristal. Très bonne journée à tous.